On est samedi soir, on est dans Backcheck XXL en compagnie de beau monde ce soir finalement sur notre plateau. Nos deux invités, Serge Pelletier, l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds, le rédacteur en chef de la télé, Roland Gué, est avec nous. Stéphane, bien sûr. Tiens, Serge, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée de National League? Genève Servette à bout de souffle ce soir en troisième période à Bienne. Roland? Fribourg-Gotteron, 8e défaite en 9 matchs, ça commence à faire beaucoup. Hein. Stéphane. Et puis à Malais, Lausanne continue d'enfoncer Zurich un petit peu plus. Mais ce soir, messieurs, c'était une grande première, celle d'Aris Vitolinch à la tête du HC Davos. Difficile de remplacer Arnaud Delcourteau. Ça commence plutôt bien pour lui avec une victoire ce soir à Fribourg. Et oui, première réussie pour Aris Vitolinch, l'entraîneur du HC Davos. On y reviendra bien sûr d'ici quelques instants en parlant de cette soirée de National League. Mais messieurs, on a voulu commencer avec un record de Suisse. En effet, un record de Suisse qui est tombé. C'était hier soir ou avant-hier soir? Hier soir à Bienne. C'est bien ça. À Bienne pour la rencontre des juniors élites entre Bienne et Genève Servette. C'est une histoire de pénalty. En effet, on a tiré, regardez bien, ça c'est le compte-rendu officiel sur le site de la Ligue. On a tiré 50 tirs au but et c'est au 49e que la décision s'est faite avec un but marqué par Yves Buchy. Alors les images évidemment de cette séance de tirs au but et puis surtout le dénouement et la fin. 50 tirs au but, messieurs. Stéphane. Il faut dire que dans les 5 premiers tirs, il y avait 3-3. Ouais. Donc là, on avait un 60 de réussite. Et puis à partir du 11e tir jusqu'au 50e, on était à 1 sur 40. Donc, le taux de réussite a baissé drastiquement. Mais là, je veux dire, chapeau aux gardiens. Ah oui. Imaginez, non, mais pour les gardiens, c'est un sacré exercice, là. 25 pénaltys chacun. Ça a duré peut-être une demi-heure, mais chapeau aux gardiens. Pas besoin de travailler pénalty au prochain entraînement. Non. C'est Sébastien Beaulieu qui était coach là-bas. Non, mais c'est bon, c'est sympa, mais je vois dans des gens peut-être pas reconnus, on joue dans la petite patinoire annexe à Bienne, donc qui est emmurée, qui n'a pas vraiment de place pour les spectateurs. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas reconnu la Tissot Arena, mais record de Suisse. Record de Suisse, le précédent était de 46. Oula, oui. On l'a largement battu. Ah ouais, c'est pas joué à grand-chose. Près de 10 en plus. Enfin, quoi qu'il en soit, on se réjouit déjà de vivre une telle soirée en National League. Imaginez quand même, messieurs. Cela, il faut compter quoi? Une bonne vingtaine de minutes quand même pour cette histoire de tir au but, au moins. En tout cas, une demi-heure. Compter une minute par tir au but. Ouais, on passe pas un peu 30 secondes par tir au but. Les entraîneurs ont travaillé fort aussi. Chapeau aux entraîneurs, parce qu'il faut décider 50 Qui va tirer? fois. Qui va tirer? 50 décisions, Serge. Ah oui, c'est un marathon de décision, ça. Et heureusement qu'au hockey sur glace, tu peux envoyer le même joueur, parce que imagine si tu dois changer, tu dois faire un tournus. À partir après la première série, après les 5 premiers, on peut envoyer chaque fois le même joueur. On me dit qu'on va enchaîner parce que sinon on va déjà être en retard alors qu'on vient à peine de commencer déjà cette émission. Non, mais il y a eu beaucoup de buts évidemment ce soir en National League, mais avant de parler de National League, on va parler dans des événements qui vont se dérouler durant les fêtes. On va bien sûr parler des championnats du monde, des M20 qui se dérouleront du côté de Vancouver. Cette année, c'était Buffalo la saison passée, à Vancouver cette année. Et on va commencer, si vous le voulez bien, messieurs, par s'intéresser à la sélection quand même de notre équipe nationale, cette sélection de l'équipe de Suisse. Peut-être, tiens, dans un premier temps, avec les gardiens, Stéphane, et les défenseurs. Oui, bon, les gardiens, on a un gardien qu'on ne connaît pas trop. C'est un Suisse-Italien, Zaita, qui garde du côté de Zug Academy. Il y a plusieurs joueurs qui viennent de Zug Academy. Hollenstein, le gardien aussi de Zug. Et Akira Schmidt, qui joue, lui, en Amérique. C'est un gardien de Langnau, un grand gardien de 2000 qui joue en USHL. Et en défense, on a des noms assez connus. Simon Lecoultre, Suisse romande, qui est de retour. Tobias Geisser, un jeune qui a été repêché par la franchise de Washington, qui joue pour les Hershey Bears cette année en AHL. Un des seuls qui joue professionnel. Ensuite, on a David Ebicher, qui n'avait pas été choisi, lui, avec les U18 au printemps dernier, qui cette année joue en Amérique, fait une excellente saison en junior majeur du Québec. David Ebicher qui joue du côté de Gatineau. Il a été choisi, avec raison d'ailleurs, Barendon connu à Davos, qui a joué en Ligue 1 un petit peu. Tim Bernie, qu'on voit un peu moins cette année du côté de Zurich, qui avait connu d'excellents playoffs l'année passée, avec beaucoup de glace avec Kosman. Tim Bernie est évidemment présent, un des solides défenseurs. Nico Gross aussi, c'est une pointure de cette équipe qui joue au OHL, qui a été repêché par les Rangers de New York, qui joue de nouveau en junior.
Et puis Yanis Moser, ça c'est un peu la carte surprise, hein, qui joue régulièrement à Liga cette année à Bienne. Donc, qui est là avec raison aussi, qui a sa place dans cette équipe-là au vu de la saison qu'il fait. Oui, alors on a vu ces défenseurs, bon, messieurs, Bernier, Gross, qui devraient être les piliers de la défense finalement de cette équipe, une nouvelle fois Serge Pétier. Ouais, ça avait été le cas l'année passée. Hein, disons que c'est deux éléments qui étaient déjà présents au dernier championnat du monde des moins de 20 ans à Buffalo la saison dernière. Donc, on compte sur leur expérience justement que ce soit contagieux aux plus jeunes qui participent pour la première fois à ce tournoi durant le temps des fêtes. Alors, on espère le mieux, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal au niveau des matchs préparatoires pour les championnats du monde. Oui, on va y revenir justement. Petit coup d'œil maintenant sur les attaquants, si vous le voulez bien, messieurs, puisque là aussi, il y a un ou deux noms quand même qu'on connaît, Stéphane. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a très peu de joueurs choisis qui jouent en junior élite en Suisse. La majorité sont soit en Swiss League, soit en National League, soit en Amérique. Donc, c'est un peu la tendance. On a Yann Derung qui joue du côté de la OHL, Eggenberger qui est de retour, le grand Davosien d'Oshawa, qui n'a pas été repêché, lui, l'été dernier à sa première année d'éligibilité. Kourachev sera incontestablement, Philippe Kourachev, le meilleur attaquant, le leader offensif de cette équipe, qui était aussi de la partie de l'année passée, qui joue avec les Remparts de Québec. Sven Eggenberger, on pourra en parler parce que je pense que Serge le connaît bien, il l'a affronté en Ligue B. On a Justin Sigris qui est de retour. Simic a été choisi, mais Axel Simic s'est blessé à la cheville le dimanche avant de partir. Blessure en torse à la cheville. Malheureusement pour lui, n'a pas pu être du voyage. A été remplacé par Ramon Tanner, que Serge connaît bien, puisqu'il est le coach du côté de Chaux-de-Fonds. Ensuite, on a Jérémy Gerber qui a signé, qui joue lui beaucoup en junior élitaire à Berne et qui a signé un contrat professionnel avec le CP Berne. Valentin Nussbaumer, évidemment, qui joue en junior majeur du Québec cette année, du côté de Shawinigan, qui est de nouveau de la partie. Et Sandro Schmidt, un fribourgeois, qui s'est exporté du côté de la Suède, pardon, et là aussi, et Sopa aussi, un Bernois, Mathieu Verbourne, un Genevois. Donc, mais tous les joueurs qui jouent déjà en Amérique. Bon, Serge, on a compris, tu connais plusieurs de ces joueurs. On a parlé des résultats de l'équipe de Suisse qui vient de battre le Kazakhstan, me semble-t-il. 4-1. En 4-1 en match de préparation, qui a fait un match pas trop mauvais contre le Canada en perdant 5-3, mais en tirant 10 fois au goal seulement, Stéphane me l'a rappelé. Mais quel est ton avis justement sur cette formation d'équipe de Suisse? Parce que nous, on a le sentiment que ça va être quand même assez léger. Ça va être assez léger, mais je crois que ça va être mieux que la saison dernière. La saison dernière, on a eu un peu de difficulté sur la fin du tournoi. C'était assez pénible. Tandis qu'il y a des éléments cette année qui vont amener un peu plus de profondeur. Des joueurs comme Leuenberger du côté de Zug qui a fait plusieurs matchs en Liga cette année. C'est un excellent joueur. Donc, il va appuyer un peu les Kourachev, les joueurs qui étaient présents la saison dernière. Et puis, il va pouvoir amener un peu plus de profondeur du côté de l'alignement. Ce qu'il faut dire en Suisse, c'est que c'est connu dans le monde du hockey suisse, l'année 98 n'était pas une bonne année. Ce n'était pas une année où il y avait énormément de talent et de haut potentiel. 99 et 2000, nettement meilleurs. On voit que c'est les 99-2000. À noter que pour la première fois, il n'y a aucun joueur qui est doublement surclassé. Il n'y a aucun 2001 dans cette équipe. 2001 est incontestablement pas une bonne année non plus, je peux vous le garantir au niveau des résultats que les U18, ça se ressent aussi. Donc 99-2000, on peut dire que c'est des années pas mal. Il y en a beaucoup en Amérique, il y en a beaucoup de l'expérience de Liga. Ça peut être un mix intéressant. Moi, j'ai un point d'interrogation sur les gardiens. Oui, Roland. Ça vous choque pas en fait qu'il y ait finalement qu'un seul joueur qui joue avec les juniors élites en Suisse? Ouais. On a combien? 4 joueurs qui jouent avec la Ligue majeure du Québec et puis on a qu'un seul junior élite. Et pas le meilleur buteur, hein, c'est ça en plus, des juniors élites. Non, mais c'est la tendance avec Volven ne se le cache pas. La Ligue suisse ne s'en cache pas. Si tu joues qu'en junior élite en Suisse, tu n'as presque aucune chance de participer aux mondiaux parce que le niveau n'est pas assez élevé, pas assez compétitif. C'est tous des joueurs qui sont déjà en Amérique. Écoutez, vous avez un Mathieu Verbourne qui vient de c'est un Canado-Suisse qui a joué à Genève toute sa jeunesse. Il joue en junior A dans l'Ouest, en BCHL, en British Columbia dans l'Ouest. Il ne joue même pas en junior majeur. Il ne joue même pas dans la meilleure ligue junior. Il joue dans le deuxième niveau junior au Canada et il est de la partie. Donc, c'est vous montrer, et il préfère aller jouer là-bas que plutôt en Suisse. Oui, parce qu'il veut aller aux États-Unis après, vu en NCAA. Voilà. Allez, messieurs, coup d'œil quand même sur le programme de cette équipe de Suisse lors de ces mondiaux à Vancouver. Tous les matchs que vous pourrez suivre, bien sûr, sur MySports One. Rendez-vous le mercredi 26 décembre, 21h40 pour les horaires. C'est à Vancouver, face à la République tchèque. La Suisse qui affrontera ensuite le Canada le 28. Le 29, ça sera le Danemark. Et le 31 décembre, ça sera la Russie. Et sur le papier, eh bien, Serge, ça sera le Danemark, bien sûr, l'adversaire. Et surtout le match à ne pas louper, dira-t-on, pour l'équipe de Suisse. Oui, effectivement, c'est le match à gagner. Je crois que la Suisse est au courant justement de bien doser, bien organiser sa planification justement pour arriver
le jour J va être le 3e match pour la Suisse. C'est un match à ne pas louper. Ouais, et c'est souvent bien dans le calendrier quand vous avez match coup près, que ce soit pas le premier match justement du tournoi, parce que vous débutez avec une pression absolument immense. Oui, parce que le premier match, c'est contre la République tchèque. Ça va être toute une commande parce que les Tchèques, cette année, ont une excellente équipe. Beaucoup de joueurs repêchés, puis beaucoup de joueurs de premier plan repêchés trop au repêchage. Donc, République tchèque à surveiller cette année. Oui, vous l'avez compris. Et puis rendez-vous 21h40, donc le 26. Allez, on va revenir, messieurs, si vous le voulez bien, à cette soirée de National League. 6 matchs au programme ce soir, avec la première rencontre qui va nous intéresser, Ambry-Berne. Ambiance un peu particulière du côté d'Ambry. Il y a une minute de silence, il y a eu des maillots spéciaux également, avec le début officiel de la construction de la nouvelle patinoire sur la glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de faire guerre, 2e minute de jeu. De toute façon, Roland, quand il y a un buteur du côté d'Ambry, puisqu'il me l'a répété toute la soirée, pendant qu'on suivait ce match, en général, c'est de faire guerre Muller ou Kubalik. Mais ça s'est confirmé, cette ligne justement qui marche du feu de Dieu, justement là, cette guerre. On a vu que Muller a également marqué. Kubalik n'a pas marqué par contre, est-ce qu'il était en méforme aujourd'hui ou je sais pas. Mais c'est vrai qu'Ambry, c'est une ligne qui est juste extraordinaire. Ça marche très très bien. Et même contre le CP Berne, pas de souci, on arrive à marquer. En fait, il a laissé son but à Matt D'Agostini qui faisait son retour quand même du côté d'Ambry-Piotta. Un Matt D'Agostini, Serge Pelletier, tout un tir, comme on dit. Oui, tout un boulet. On connaît la puissance du tir de D'Agostini. C'est sa spécialité comme joueur. Et puis là, sans hésitation, lui aussi a nettoyé la lucarne, pas seulement Goran Bézina ce soir. Comme David disait hier soir, toute une pistache. Toute une pistache. Ça, c'est le terme qu'on a employé hier soir. C'est le terme de la soirée hier, pistache. C'était pistache. Oui, il fallait le placer, on l'a placé. C'était pour changer de cacahuète. Ouais. Exactement. C'est bien. On va continuer dans les biscuits apéritifs peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, on va dire que les amuse-bouches étaient parfaits pour Ambry-Piotta qui mène 2-0 après 20 minutes de jeu. Le CP Berne qui doit réagir et qui réagit là aussi par sa fine gâchette, par son top scorer, par Marc Arcobello. On est en situation de supériorité numérique. Regardez Marc Arcobello. Est-ce que c'est un marqueur, Arcobello? Si vous cherchez la définition d'un marqueur là, qui fait preuve de patience, de calme, de sérénité devant la cage, qui panique pas. Voilà. Agile Montandon. Agile Montandon, calme, petit coup de hanche, petit coup de rein. Vous avez vu le taux qu'il a aussi pour lui. Il y a quand même personne qui l'attaque pendant environ 2h48 quand même. Oui, mais je vais vous dire qu'un gars qui n'est pas marqueur, qui n'a pas l'habitude de marquer des buts, qui n'a pas ce calme devant la cage, il tape de toutes ses forces. Sur réception, lui, il attend, tac, tac, tac. Il la met dans la lucarne en plus, facile. Alors un qui était peut-être en position un petit peu trop d'attente à genoux Serge, c'est Caminada qui était dans les buts ce soir du côté du CP Berne. Muller en profite pour le 3-1. Muller qui marquera aussi le 4-1 dans la cage vide. La question qu'on s'est posée en regardant ce match, Serge Pelletier, pourquoi Caminada dans les buts ce soir du côté du CP Berne? Il y a 2 matchs pour Berne cette semaine. Il va y avoir la pause. Oui, c'est quand même surprenant de le voir. Je veux dire, il y a toutes les équipes qui sortent de la pause équipe nationale du mois de décembre. Dans 24 heures, on s'en va encore une fois d'une semaine de pause également pour le congé de Noël. Berne, je suis juste et exclu de la Champions League. On n'est plus en liste pour la Champions League, donc on a seulement le championnat. Et puis le prochain match, demain à domicile, et puis ensuite seulement le 2 janvier. Donc, voilà. C'est une vingtaine de matchs à jouer pour Berne dans les 2 mois et demi. Environ. Ouais. 2 mois. Oui, ça devrait aller. Giannoni a besoin de repos. Et puis Giannoni a besoin de repos, mais quoi qu'il en soit, c'est une belle victoire quand même pour Ambry-Piotta, messieurs, 4-1. On verra tout à l'heure au classement, ça peut être aussi une assez bonne opération. Autre rencontre de la soirée, c'était notre match studio. Si vous étiez avec nous depuis 19h25, on veut parler du match entre Bienne et Genève-Servette. Genève-Servette qui restait sur une bonne semaine, grosse semaine pour Genève. 3 matchs, victoire face à Lausanne, victoire face au leader la veille, et puis Bienne qui n'a pas joué depuis 2 semaines. C'est un petit peu le paradoxe. Il y a une équipe qui a beaucoup joué, une qui n'avait pas trop joué, et Bienne qui va mener finalement dans cette partie en ouvrant le score par Salmela le 1-0. Puis Rod va égaliser ensuite 1 partout. Il y a 1 partout après 20 minutes de jeu, Roland, mais un Genève-Servette quand même peut-être un cran au-dessus, on va dire. Le sentiment quand même que le premier tiers, ils étaient un peu équilibrés, même si Genève était un cran au-dessus. Par contre, dans le deuxième tiers, Genève va largement dominer. Et franchement, à la fin du deuxième tiers, on pensait que, pas que c'était plié, mais enfin que Genève tenait le bon bout. Puis après, ça va complètement changer dans le troisième tiers. Donc, match assez bizarre en fait. Et peut-être que Genève s'est peut-être un petit peu battu tout seul sur ce coup-là.
Ah ouais, alors battu tout seul, peut-être que le débat est lancé. Quoi qu'il en soit, un partout en effet après 20 minutes de jeu. Dans cette deuxième période, on va avoir 2 buts marqués par 2 défenseurs. On va avoir Bézina, Mercier. Et si vous étiez avec nous, Stéphane, tu as employé des mots quand même. Tu as dit que Genève Servette a changé un peu son style de jeu et joue à la finlandaise. Oui, ben, on a vu Genève Servette en première période se retirer au forechecking. On a voyé des joueurs d'attaque en patinage arrière. On empêchait Vienne de développer le jeu. Puis on voyait les défenseurs très impliqués en zone d'attaque, c'est-à-dire qu'on pinchait, on mettait de la pression sur les ailiers et les défenseurs n'hésitaient pas à se pénétrer là où c'est payant. Exactement, vous le voyez, Mercier qui se dirige dans le slot. On a vu souvent des défenseurs aller en fond de zone, être remplacés par des attaquants à la ligne bleue. Donc il y avait beaucoup de mouvements entre les défenseurs et les attaquants. Et ça a créé pas mal de panique du côté de Vienne dans leur zone de défense, en tout cas au deuxième tir. Ouais, 3-1 quand même, après 40 minutes de jeu. Un Genève Servette qui maîtrise son sujet. Et finalement, Roland disait, Serge, ouais, Genève Servette s'est peut-être un peu battu tout seul. En tout cas, comment on peut expliquer que le visage de Genève Servette ait autant changé? C'est quoi? L'indiscipline? Genève Servette s'est déjà vu gagner cette rencontre finalement? Moi, je pense, d'un premier temps, je pense qu'il y a une succession de matchs qui a bien entendu impliqué qu'au troisième tiers, Genève était beaucoup moins frais, beaucoup moins lucide. C'est à ce moment-là, souvent, que tu commences à prendre des pénalités. Et puis, bien en a profité, beaucoup plus reposé. Par contre, de l'autre côté, il faut donner le crédit justement à la profondeur du côté de Bienne. Parce qu'un gars comme Hugli, ce soir, qui marque 2 goals, souvent a été en tribune ou 13e attaquant. Beaucoup de blessures du côté de Bienne, donc il saisit sa chance, marque 2 goals ce soir. Et puis, il faut donner le crédit à la profondeur du banc de Bienne, d'avoir des joueurs justement à disposition de cette façon-là. 4-0, Stéphane, sur la dernière période. Oui, Ayala qui est allé d'un beau solo. On a transpercé la défensive au troisième tiers. Regardez, on se prend un petit délai à l'entrée de zone. Donc, avec beaucoup de vitesse, le geste technique est parfait, mais c'est en pleine mi-temps. Difficile pour Gauthier Desclous. Franchement, qui a été vraiment mis à rude épreuve au troisième tiers. Et on a vraiment échappé le match du côté de Genève là, durant ce tiers-là. On a bien mis la pression partout. Là, sur ce coup-là, je suis moins content de Desclous. Je pense qu'il s'est fait battre entre les jambes, il n'était pas tout à fait prêt. Mais quand même, on a laissé un joueur tout seul dans le slot. Regardez, sa canne était libre. Il y a 3 joueurs autour de lui, mais la canne du joueur de Bienne est sur la glace. Regardez, un petit peu trop tard. Et là, Gauthier Desclous se fait battre. Côté rapproché. Je pense que ce puck-là, il aimerait bien le revoir. Oui, 3-3, 4-3, marqué par Hugli et puis Rayala qui marquera le 5-3 finalement dans la cage vide. Pourtant, Chris Maxorley a pris son temps mort. On a vu un Chris Maxorley très énervé parce que finalement, Rollandier, c'était une très bonne semaine pour Genève Servette. La victoire 4-2, ce but venu de nulle part quasiment de Tanner Richard. Ensuite, victoire face au leader, vous êtes mené au score quand même dans la partie. Mais de nouveau, 2 matchs de victoire à domicile, match à l'extérieur. Avec Gauthier Desclous dans les buts, puisque c'était pas Robert Mayer. Oui, c'est toujours assez étonnant en fait ce qui se passe. Et une nouvelle fois, je pense que Genève restait sur 2 bons matchs contre Lausanne et contre Zoug, bien sûr. En plus, un adversaire qui n'avait plus battu depuis un certain temps à domicile. On a vraiment de la peine, manque de constance dans ce Genève Servette. Bon, cela dit, le bilan de la semaine, c'est quand même 6 points contre des gros adversaires, donc ça reste quand même un bilan assez positif quand même. Mais voilà, c'est dommage. Le manque de constance, c'est pas la qualité première des équipes moyennes, ça, Serge? Normalement, lorsqu'on se trouve en bas de la moitié du classement, c'est parce qu'on manque de constance, justement. Voilà. Je pense que par définition, c'est un... En fait, ça joue le suspense. C'est comme vous voulez, selon la définition, ça manque de constance. Mais ça joue le suspense, quoi qu'il en soit. Pour Bienne, c'était très bien. Un bon galop d'essai, entre guillemets, en tout cas très bon troisième tiers. On va y revenir avec une première réaction à l'issue de cette rencontre. On va écouter Kevin Fay. Kevin Fay. C'était pas la même équipe, c'était pas les mêmes joueurs, ceux qui ont joué les 40 premières minutes et puis les 20. Vous avez changé de maillot dans le vestiaire, c'est pas possible. Non, on a surtout échangé quelques paroles, je pense, dans le vestiaire à la fin. C'était un peu décevant chez nous, devant notre public. C'est pas la première fois, on a dit déjà avant le match que la maison doit devenir plus fort. On n'a pas réussi les premiers 2 tiers comme on voulait, alors on est quand même content, ça donne la confiance comme on a pu jouer le dernier tiers. Le fait de ne pas avoir joué pendant 2 semaines, c'est une explication ? Je pense que c'est une petite explication, surtout au début du match, mais on aurait juste pu faire un peu mieux les premières 10 minutes. Et puis après, je pense qu'on sentait la fatigue chez eux. Puis c'est là où on a commencé à faire n'importe quoi. C'était pas qu'on a mal joué, on a fait des mauvaises décisions. Et puis comme ça, ils sont venus dans le match et puis on aurait dû couper la corde bien avant. Merci bien. Merci.
Voilà pour cette réaction du côté biennois, évidemment, qui doit contraster avec celle du côté de Genève Servette. On va écouter tout de suite Daniel Vukovic. Oui, je ne sais pas, peut-être c'est la fatigue, mais bien, il est venu vraiment fort dans le troisième tiers. Il fait une but. Le patinoire a fait beaucoup de bruit après ça et malheureusement pour nous, il n'a pas continué bien. C'est un peu dommage parce que vous avez fait 40 bonnes minutes vraiment sur la lancée des derniers matchs. Oui, c'est clair, c'est pas bien fini pour nous dans le 2018, mais ça arrive, nous fait le passe maintenant. J'espère trouver quelques joueurs qui viennent et regarder le film pour faire préparation pour le prochain match. Merci bien, bonne fête. Ouais, il y aura un petit peu de temps pour Genève, du coup, puisque ce sera évidemment les pauses. Messieurs, c'était notre match studio. On va parler des tops et des flops. Serge, le top, toi, sur cette rencontre. Alors, le joueur Michael Uglese, justement, cette saison, comme je mentionnais, c'est un joueur qui a été parfois en tribune, parfois 13e attaquant. Il n'a pas nécessairement trouvé beaucoup d'espace, de place à l'intérieur de son nouveau club, Bienne. Ce soir, bien, il a marqué son 3e et son 4e but. Donc, ça fait plaisir de voir un joueur qui est en mesure de se relancer et puis d'avoir une grande aide à cette victoire. Début important. Début important, oui. Oui, les buts importants, en effet. Puis le flop, Roland du côté de Genève Servette, logiquement. Oui, logiquement. Daniel Winnick qui a pris des pénalités au plus mauvais moment dans le troisième tiers. Et puis, alors, lors d'une pénalité, justement, je me demande si Jules Unique ne va pas aller regarder ça, la vidéo, attentivement, parce qu'il y a un petit coup de canne sur les mains qui... Voilà, je sais qu'il n'est pas très fan de Jules Unique. Donc, à voir s'il n'y a pas une procédure. Je commence à prendre la place de Stéphane, je commence à prédire l'ouverture de procédure. Même moi, ça me fait peur, en fait. Fais attention, parce que sur les ouvertures de procédure, il est un peu moins bon au niveau du score. Je suis comme le juge unique en Suisse. Je tire la pièce de monnaie, puis une fois sur deux, c'est oui. Ça va finir dans le bêtisier, celle-là. Allez, on va mettre une petite pause, en tout cas cette soirée de National League, un tout petit peu de côté, puisque place maintenant à notre reportage de ce back-check XXL. Nouvel épisode dans la série Les femmes dans le hockey suisse, réalisé par Mélanie Gobet. Et on va s'intéresser ce soir à quelqu'un qu'on connaît bien, parce qu'on la reçoit aussi souvent sur ce plateau. Oui. Elle vient ici en tant que consultante. Eh bien, c'est Florence Schelling. Regardez donc ce sujet, signé notamment Mélanie Gobet. Au début, ils m'ont dit non, c'est pas possible, les filles ne jouent pas du hockey sur glace. J'ai continué à casser les pieds à mes parents que je voulais vraiment jouer du hockey. C'était pas très tard après ma retraite que la fédération m'avait appelée et puis ils m'ont demandé si j'aimerais être assistante ici. Et puis j'ai un peu réfléchi et puis je dis pourquoi pas, c'est une chance presque unique. Pour moi, c'est bien pour donner aux filles ce que moi j'ai vécu. Ma passion sur la glace est venue de mes deux frères plus âgés. Malheureusement, ils m'ont toujours dit qu'ils ne veulent pas que je joue avec. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit « Oui, tu peux jouer avec, mais on te met dans les buts ». Puis ça, j'ai adoré. J'ai continué à casser les pieds à mes parents que je voulais vraiment jouer au hockey. Puis au bout d'un moment, ils m'ont dit « Mais écoute, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas des équipements si petits. » Puis une année plus tard, quand j'avais 4 ans, ils m'ont dit « Bon, ben, on t'envoie dans l'école de hockey. » Les garçons avec lesquels j'ai joué, ils m'ont toujours eu dans leur équipe. Je crois qu'ils n'ont pas réalisé que peut-être c'est pas normal d'avoir une fille dans le vestiaire. Je suis partie aux États-Unis en 2008 et puis là, vraiment, le hockey féminin en Suisse, on ne le connaissait pas. Et puis aux États-Unis, c'était vraiment... fantastique. Alors là, c'était vraiment... Si j'ai dit aux gens que je joue du hockey sur glace, ils me disent « Ah ouais, c'est cool. » Ici en Suisse, ils me regardaient avec des grands yeux puis me demandaient « Ah ouais, il y a des femmes qui jouent du hockey? » Nous, on fait tout pour bien jouer, pour être une bonne athlète et tout ça. Et puis finalement, les gens, ils regardent seulement sur « Oh, ben, elle a des beaux yeux » ou comme ça. On dirait ça pas des hommes. Donc, c'est difficile pour nos femmes.
depuis Sochi, il y a beaucoup qui a changé. C'est ça que nous, on a besoin en Suisse. On doit avoir du succès avec l'équipe nationale pour être dans les médias et tout ça, et puis que les gens ils nous parlent. C'était jamais possible de vivre seulement du hockey. J'ai bien aimé travailler, j'ai bien aimé faire mes études et tout ça, mais bien sûr, pour réussir au prochain niveau dans l'avenir, j'espère que vraiment les filles vont avoir la possibilité de vivre du hockey. Oui, pour l'avenir qui semble encore lointain, dira-t-on, hein, pour vivre finalement du hockey sur glace en ce qui concerne le hockey féminin. Mais elle l'a. Moi, j'ai envie de dire, Roland Guay, bon, d'abord, voilà, elle a l'intelligence, même dans le propos, hein, c'est pas sa langue maternelle, et en plus, elle s'exprime très, très bien. Mais indépendamment peut-être du cliché « t'as de beaux yeux », est-ce que ce type de personne, est-ce que Florence Schelling peut être un moteur véritablement? Oui, je pense. Parce qu'on a besoin des idoles, des stars, finalement. On a besoin de moteurs, on a besoin d'idoles. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est Sochi, en fait. Pour moi, tout a changé au niveau du hockey féminin en Suisse. C'est les Jeux Olympiques de Sochi, avec la formidable médaille de bronze, puisqu'on sait que l'or et l'argent, c'est réservé au Canada et aux États-Unis. Mais j'ai vraiment le sentiment que depuis les Jeux Olympiques de Sochi, quelque chose a changé dans l'opinion. Et on voit que le hockey féminin a très bien marché lors du tournoi de Montais. Il y avait beaucoup de monde pour aller voir les filles il y a quelques semaines en arrière. Et franchement, c'est très agréable, c'est très beau à voir. Moi, j'aime bien ça, en fait. Et puis quand même la passion et la flamme aussi. Et puis l'histoire, Stéphane, un peu, voilà l'anecdote. Je voulais jouer avec mes frères, ils ne voulaient pas, puis ils m'ont mis au but. Et finalement, regardez, la carrière incroyable de Florence Schelling. C'est comme ça qu'on apprend souvent en commençant à jouer dans la rue, etc. C'est les kilomètres qu'on fait en dehors de la patinoire, en dehors des entraînements officiels. C'est là que souvent qu'on apprend beaucoup de choses. Puis il y a une culture qui se transmet. Hein. Les frères jouent au hockey, elle allait à la patinoire, elle passait ses week-ends à la patinoire. Donc il y a une espèce elle baignait là-dedans. Puis c'est comme ça souvent qu'on vient bon puis qu'on progresse. Et puis pas que de petites connexions qui se font. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on devient bon. Ouais, super histoire. En tout cas, on te salue bien sûr, Florence, si tu nous regardes. Et puis nous, on va revenir à notre soirée de National League avec le duel des Lions entre le Lausanne Hockey Club et les ZSC Lions. Parce qu'on l'a dit, si vous étiez également avec nous en préambule, c'est bientôt Noël. Il y a les équipes qui doivent éviter les cadeaux et certains entraîneurs qui sont quasiment sur la sellette. Je parlais notamment d'un certain Serge Aubin du côté de Zurich, sous la barre. Imaginez avec l'équipe championne de Suisse qui s'est encore renforcée et qui va une nouvelle fois se casser les dents. Finalement, Serge, ce soir, du côté de Malais 2.0. Pourtant, ça avait bien commencé, 8e minute de jeu, sous terre, l'assist de Peterson. Pourtant, on allait voir la vidéo sur ce coup-ci. Oui, ici, on croyait que la canne était trop haute sur l'action. On voit ici, on croyait justement que le joueur de Zurich avait nuit au gardien de Lausanne. Mais ce ne fut pas le cas. Le but était accepté. Donc, c'était un bon départ pour Zurich dans ce match. Joël Vermine qui va égaliser 11e minute de jeu à 5 contre 4. À la suite de cet engagement qui va prendre finalement son propre rebond, Roland. Oui, exactement. Et on voit un engagement un peu que joué très très rapidement. Regardez Vermine justement, le premier arrêt de Flueller, mais après subi en back-end. Très joli. Oui, un partout. Alors, ça a joué des points aussi, finalement, dans ce match. Il y aura une belle bagarre entre Maxime Noro et Ronald Kennins. Les deux joueurs, Stéphane, qui vont écoper de 5 minutes. Oui. D'abord, il y a la mise en échec de Kennins, la charge de Noro sur Kennins. Là, il y a une empoignade et vous allez voir à la droite de votre écran, juste après, vous voyez, hop, là, il y a Kennins qui va venir s'en prendre à Noro pour régler son cas. Et Kennins a lâché les gants et puis Noro, en fait, a lâché les gants, mais c'est défendu, en fait, parce que l'agresseur, c'était clairement Kennins. Il a tenté de se défendre. Donc, du coup, conséquence au niveau des pénalités. Conséquence au niveau des pénalités. Kennins a reçu une pénalité de 5 minutes plus méconduite pour le match, donc vestiaire. Ça, c'est la charge que vous venez de voir, qui était, à mon avis, légale. Et puis, Noro, lui, a été chassé pour 5 minutes seulement. Donc, 5 minutes au banc des pénalités, mais pas de méconduite pour le match. Ça, c'est un règlement maison en Suisse qui a été établi à la demande des directeurs sportifs et des clubs, qui ont dit, quand un joueur se fait agresser, puis finalement lâche les gants pour se défendre, il ne doit pas être chassé du match. Donc, que 5 minutes. Ça n'existe. C'est un règlement maison. D'accord. Voilà. OK. Bon. Voilà.
C'est maison, c'est du fait maison. C'est un règlement local. Voilà, c'est local. C'est très local, mais quoi qu'il en soit. Secret de la cuisine maison. Secret de la cuisine maison. C'est en National League et en Swiss League, on est d'accord. C'est house rules. En anglais, on dit house rules. C'est ça. C'est typique au championnat suisse, à la demande des directeurs sportifs, typiquement dans ce genre de situation. À mon sens, c'est la première fois que ça se passe cette année. Oui, justement, c'est pour ça qu'on en parle un tout petit peu plus. Saison, exactement. Allez, messieurs, on revient en deuxième période. C'est Zurich qui va prendre les devants finalement dans cette partie avec un seul but marqué en deuxième période par Bodenmann. Et surtout, là, on a envie de dire, Serge, que Zurkirchen n'est pas forcément à son avantage. Oui. Disons qu'il y a 2 coupables là-dessus. Zurkirchen n'est pas à son avantage et puis on a le défenseur lausannois qui donne considérablement la ligne bleue. Trop d'espace à l'attaquant zurichois pour décocher son lancer. Et puis, ça se paye cash. Ça se paye cash, mais vous le savez, du côté de Lausanne, il y a plusieurs hommes en forme, notamment Joël Vermine. Regardez, hop, 1, 2, paf! Et c'est tout bon, c'est pour l'égalisation 6 de Jeffrey et de Genasi. Bonne saison ce Vermine, hein, sérieusement. 2 buts ce soir encore, parmi les meilleurs attaquants de la Ligue. Il s'est vraiment ajusté. L'année passée, il avait été ralenti par les blessures à 2 reprises, un doigt, un genou. C'est compliqué pour lui, mais cette année, franchement, il fait une bonne saison, Vermine. Tyler Moy, qui a prolongé pour 2 saisons du côté du Lausanne Hockey Club. On l'a appris aujourd'hui et qui peut marquer le 3-2, 55e minute de jeu. Taylor Moy, et franchement, il a signé peut-être le contrat le plus rapide, le speedy contrat en Suisse, là, parce que ça aussi, c'est presque une spécialité maison. Franchement, Roland Guay, vous disputez 9 matchs, paf, ça marche, 2 autres contrats. Mais je comprends qu'il y en a un seul qui l'a fait signer. Il a marqué un but à la Aston avec un genou sur la glace comme ça. Non, mais cela dit, alors je pense que c'est un très bon joueur, il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu rapide comme signature quand même. 9 matchs, il avait quoi, 7 buts avant 7 points, pardon. Voilà, je pense qu'on aurait pu attendre un petit peu. Je ne sais pas pourquoi on s'est précipité. Peut-être qu'il y avait d'autres. Le téléphone sonnait, puis on s'est dépêché de le signer. Un autre qui connaît une bonne saison, moi j'aime bien ce Moy. Il a des talents de marqueur. Je pense qu'il a marqué tous ses buts dans le même angle sur des one-timers, un peu à la Peterson. Mais Robin Léoné fait une bonne saison, messieurs. C'est un jeune qui a du patin, droitier. C'est une signature qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est une des bonnes, à mon avis, nettement meilleure qu'un certain Sandro Tsanger. Allez, 4-3, score final, parce que Zurich va marquer. On l'a vu, le but de Genasi dans la cage vide, 4-2, il y a eu 4-3 de Peterson. Mais avant cela, on a une réaction, ou plutôt après cela, une réaction du côté du Lausanne Hockey Club, celle de Borla, on l'écoute. Valentin Borla, on a vu un match très intensif, ça s'est joué à pas grand-chose. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Ouais, c'est surtout dans le troisième tiers quand on revient au score. Je pense que ça nous a redonné de l'énergie et puis ça nous a donné l'énergie qu'il fallait pour aller finir ce match. Et puis on s'est tous regroupés après le deuxième tiers aussi, tous ensemble dans le vestiaire et puis on y croyait. Et puis du coup, ça a fait la différence sur la fin du match. Vous êtes défenseur au Lausanne Hockey Club. L'absence de Jonas Junland, vous l'avez géré comment ? Bah voilà, je veux dire, c'est à d'autres joueurs de prendre sa place, de prendre des responsabilités. Moi, j'ai aussi un peu plus de temps de jeu avec ça. Donc voilà, je restais prêt au cas où. Et puis c'est le cas maintenant. C'est à moi de prendre aussi mes responsabilités derrière en ayant plus de temps de jeu. Donc je veux dire, c'est à chacun de prendre aussi ses responsabilités derrière. Merci beaucoup et bon match pour demain. Victoire du LHC donc sur le score de 4-3 ce soir face à Zurich. On va passer à Langnau-Lugano. Langnau qui a fait une petite promenade de santé hier face à Rapperswil qui recevait Lugano. Dans les buts, c'est pas Merslikins du côté du LHC qui a défendu la cage. Et pourtant, ça sera un blanchissage justement pour Lugano qui va s'imposer 3-0. Pour vous dire que dans la cage du côté de Lugano, je vais retrouver ma feuille et puis surtout mon pense-bête pour pouvoir vous le dire. Ne m'aidez pas, surtout messieurs, ne m'aidez pas là. Pendant ce temps-là, il y avait Stéphane Muller, merci dans la cage. Il s'agissait de demander. Quand on veut compter sur les copains, on ne veut même pas compter sur les copains. Mais nous, on a regardé l'action, on a regardé le but de Hoffman. Il tire pleine lucarne à la Hoffman. 1-0 donc Lugano. Et le 2-0 va venir pas longtemps après. Alex, il arrive maintenant. Mais non. Non, pas maintenant. Je me suis manqué. On vient en plateau, Stéphane. Ça marche bien votre duo là. On est pas mal. On est pas mal. Il y a Knie qui nous a déjà demandé pour la tournée du 101e. Ils ont dit 100e, vous êtes un peu... Mais 101e, ça devrait fonctionner. Non, on a simplement un but annulé. Et puis Stéphane, on voulait vraiment avoir ton avis là-dessus. C'est le but de Fazzini. On l'a annulé. Puis nous, sur le coup-ci, on n'a pas très bien compris pourquoi. Je pense qu'il y a une obstruction. Je pense qu'on a jugé que le Bertaggia a dérangé le gardien, à mon avis. Je ne l'avais pas vu, je le découvre avec vous. Première visite de Eichmann et puis Massy à la vidéo ce soir. Ils sont allés quelques fois. Ils ont fait une bonne séance vidéo.
À mon avis, on a jugé que Bertaggia a dérangé le gardien, a déporté le gardien, l'a déséquilibré, qui n'a pas pu faire l'arrêt au premier poteau. Ça me semble assez évident comme ça que c'est ça qui s'est passé. On regarde ici, regardez bien, je ne vois pas autre chose. Donc, mais comment il déporte le gardien? Il déporte la canne du gardien? Voilà, la canne du gardien. Donc, dès lors qu'il se dirige dans le demi-cercle, soit porteur ou non, ça ne change rien. Il passe dans le demi-cercle du gardien, son patin accroche la jambière, le gardien est déporté vers sa droite. Donc là, il n'est plus en mesure il n'y a plus d'appui, il n'est plus en mesure de faire l'arrêt à son premier poteau parce qu'il a été déporté par Bertaggia. Je la vois. Bonne décision des arbitres, selon moi. Serge aussi? Oui, tout à fait. Ça passait très près d'être la réplique du but de Bobby Orr à l'époque des Blues de Saint-Louis, mais c'est Fazzini qui a pris le retour. Mais effectivement, bonne décision. Obstruction sur le gardien de but. Roland, t'en as vu des paquets au Apocalypse, c'était comme ça. Pour toi, c'est pas but non plus? Ah non, je suis d'accord avec vous. Bon, rien à dire. Voilà, c'est réglé. Bon, c'est très bien, C'est on est facile, tous ok. d'accord. C'est parfait, on va pouvoir voir le 2-0. Enfin, je veux dire le vrai, cette fois-ci, celui qui va être accordé. Parce qu'on est aussi allé voir la vidéo, mais celui-là, on l'a accordé. C'est le but de Lapierre. Regardez, hop, là, tac, pim, et paf. Deuxième effort. Eh oui. Deuxième effort. Là, je ne sais pas pourquoi on allait voir la vidéo. Mais c'est une bonne feinte quand même de Lapierre, des défenseurs qui jonglent avec la rondelle. Bonne feinte de Lapierre. Il faut dire que bon effort du gardien quand même là-dessus. 2-0. On va le revoir encore une fois. Pas mal. Je ne sais pas ce qu'on allait voir sérieusement. Qu'il a je vois été pas... piégé. Ah non, en plus, non. Ouais, peut-être qu'il S'il avait poussé avec le patin au départ, peut-être. Bon, aussi, le fait d'aller voir la vidéo pour les arbitres, ça calme la foule un peu. C'est ça. Absolument. 3-0 donc pour Lugano. Le but de Sanitz, 3-0. Net succès du HC Lugano et ça va faire du bien à un certain Greg Ireland, dites-moi, ce succès-là. Parce que Roland, franchement, il y a deux entraîneurs qui sont plutôt mal à cette veille de Noël. Serge Aubin, on l'a dit, du côté des ZSC Lions, puis quand même Greg Ireland également du côté du Lugano. Mais est-ce qu'ils sont vraiment mal? Si vous êtes directeur général, est-ce que vous virez peur vos coachs au début de la pause précédente là? À partir du moment où ils ont passé la pause, il semble qu'ils sont bons jusqu'à Noël, non? Bon, Je sais pas. Moi, je sais pas. Je suis surpris de rien maintenant dans le hockey moderne. Moi, je pense que Lugano et Zurich sont nettement en sous-performance par rapport à leurs possibilités. Mais Zurich était en sous-performance l'année passée, était champion suisse, mais avec un autre entraîneur. On parlait d'historique tout à l'heure. Historiquement, on est au fin du mois de décembre. Aucun coach n'a encore été viré cette année. Est-ce qu'historiquement... Il y en a un qui a démissionné. Hein? Oui, c'est vrai, mais il n'a pas été viré. Il a démissionné. Oui, il a démissionné. Enfin, il n'était pas au premier du classement. Non, d'accord, mais il a démissionné. Hein. Mais est-ce qu'historiquement, on n'est pas dans des bons trends, là? Oui. On verra. On est dans un Je job... vous laisse aller chercher vos plus de constance chez les entraîneurs, Serge, c'est bien? Possiblement. Je pense aussi que les clubs peut-être réfléchissent un peu plus longuement avant de prendre certaines décisions. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait qu'on peut apporter ce soir aussi comme analyse, c'est que le classement est extrêmement serré cette saison. Donc, on connaît un bon week-end, on remonte sous la barre. On connaît un mauvais week-end, on redescend sous la barre. Donc, c'est un peu l'effet yo-yo qui se passe alentour de la barre en ce moment. Mais le sablier commence à descendre gentiment. Les matchs s'écoulent. Et à la fin, il va y avoir 4 malheureux qui ne feront pas les playoffs. Il y a surtout une différence de match encore entre certaines équipes qui sont au-dessus de la barre et les deux gros cylindrés qui sont en dessous. Et je pense que ça permet peut-être d'obtenir un petit sursis pour certains. Quoi qu'il en soit, 2 matchs encore au programme. Messieurs, on va s'intéresser à la grande première d'un certain Haris Vitolic, bien sûr le nouveau coach du HC Davos, qui était à la barre pour la première fois donc, de sa nouvelle équipe. C'était ce soir du côté de la BCF Arena à Fribourg-Gotteron. Il n'est pas très bien, là aussi, qui est dans une période plus que négative, dira-t-on, et qui avait la possibilité de se refaire une sortie. Un match qui a commencé avec 15 minutes de retard, car il y a eu une panne d'électricité du côté de la BCF Arena. Et pourtant, la première bougie qui va être allumée, eh bien, c'est Fribourg qui va le faire avec Chavaya. Regardez, muet en attaquant. Kylian Motet, la petite passe presque à l'aveugle, on met ce puck au but. Et finalement, Chavaya qui va pouvoir marquer. C'est un défenseur qui suit l'attaque. Bonne action de Kylian Motet, bonne feinte de Motet. Il a mis le puck au centre. Je pense qu'il a entendu Chavaya l'appeler, puis il a mis le puck au centre. Chavaya est allé d'une belle déviation. Belle déviation, en effet, 1-0 après 20 minutes de jeu. Davos qui va égaliser un partout. Regardez, on a l'entame véritablement de cette deuxième période. Lindgren, se dit-on, mais non, on va voir que c'est derrière la cage, finalement, Serge, que Ambul va pouvoir tromper un Reto Berra. Alors, est-ce que c'est Berra qui se met?
C'est Slater. C'est Slater, à mon avis. Un autogol. Par contre, on a le défenseur Olas qui se dirige derrière le filet. On demande au défenseur, lorsque tu te diriges derrière le filet, jamais te faire battre par une passe qui revient devant ton propre filet. Puis là-dessus, Olas a été un peu mollement, je dirais, sur cette action-là. Malheureusement, c'est l'autogol de Slater. Un partout en tout cas dans cette rencontre et le tournant véritablement de ce match, il va avoir lieu dans cette deuxième période à la 26e minute de jeu. C'est la blessure de Rodin et surtout la pénalité majeure de Shields. Et si vous étiez avec nous durant cette soirée, évidemment on en a déjà parlé. Et Stéphane, tu nous as dit, on est en pleine zone grise. Pour moi, on est en pleine zone grise. Écoutez, est-ce que Shields sort le genou? L'angle de caméra n'est pas parfait. Moi, je pense que Shields, il va sur lui, mais essaie de mettre la canne contre le puck. Il sait qu'il rate le puck. Ensuite, il va pour le corps. Est-ce qu'il fait une extension avec son genou? Je ne suis pas sûr. La chose que je sais, c'est que Vitolinch, devant lui, change de direction brutalement tout d'un coup. Rodin, devant lui, change de direction rapidement. Et puis, ça crée une situation un peu spéciale. C'est pas comme s'il venait contre lui depuis un moment puis il sortait le genou au dernier moment. Là, le fait qu'en NHL, sur ce genre d'action, on prend toujours en compte si l'autre joueur, le joueur qui subit, a fait un mouvement soudain au dernier moment et que le joueur, l'agresseur, n'a pas pu réagir. Donc, je pense qu'on est dans ce cas de figure-là. Moi, je comprends les arbitres qui ont donné 5. Sur la glace, voilà. Mais c'est une zone grise pour moi. Une zone grise, d'accord, mais grosse conséquence, on va le voir finalement au niveau du score, parce que vous le savez, vous pouvez marquer autant de buts que vous voulez finalement en l'espace de ces 5 minutes de supériorité numérique, et c'est ce que va faire Davos en marquant deux fois par Dario Meyer, 2 fois sur des assists du reste de Lindgren. Lindgren Ischier pour les assists pour le premier 28e, puis 29e minute de jeu, toujours à 5 contre 4, donc Lindgren en bulle, c'est véritablement relangué le tournant finalement de cette rencontre. Moi, je voulais dire qu'il y en a un qui va mal dormir cette nuit, c'est Christian Dubé, parce que je crois qu'il ne s'est toujours pas remis de l'expulsion de Julien Sprunger contre Genève après cette pseudo-faute contre Franzen. Et que là, une nouvelle fois, on a le sentiment que l'arbitrage, je m'excuse, mais fait tourner le match, et une nouvelle fois, ça tombe en défaveur de Fribourg. Et là, il y a peut-être des points qui ont été perdus contre Genève, et ce soir, il y a peut-être des points qui ont été perdus contre Davos à cause d'une décision arbitrale très limite, si je peux me permettre. 3-1 en tout cas après 40 minutes de jeu pour les Davosiens donc, qui ont doublement profité, on l'a dit, de cette pénalité majeure pour passer l'épaule et faire finalement la différence. Mais quoi qu'il y a quand même 20 minutes de jeu encore, vous êtes mené de 2 buts. Oui, d'accord. Vous êtes sur une mauvaise Mais vous perdez période. le momentum, vous perdez le moral, c'est compliqué quand même après. C'est compliqué, quoique il y a eu un but de l'espoir qui est tombé quand même assez vite dans cette troisième période. Kylian Motet qui va justement réduire le score pour Fribourg-Gotteron. Là aussi, on est dans les premières secondes. On va se retrouver quand même. Regardez, il va pouvoir déjouer en effet parfaitement un certain Gilsen qui était dans les buts. Bon, Lindbeck était malade. Alors on verra parce qu'ils ont évolué qu'à 3 étrangers. Davos ce soir. Mais quoi qu'il en soit, Kylian Motet pour la réduction du score. Le 2-3 et même Reto Berra. On va le voir d'ici quelques instants, a fait un gros arrêt finalement, Serge, pour maintenir son équipe dans le rythme. Est-ce que c'est quand même pas inquiétant, Fribourg-Gotteron? 8 défaites sur 9 matchs. Bon, c'est clair en ce moment qu'on n'est pas content de la séquence qu'on est en train de traverser, parce que ce soir, bien, si on regarde l'allure du match, à part de 5 minutes de pénalité, on était très près de gagner ce match. Donc, c'est un peu, comme on dit, le destin des équipes qui sont dans une spirale négative. Donc, on manque de confiance pour pouvoir marquer les gros buts au bon moment. Et puis, c'est Davos qui sort avec la victoire ce soir. Ouais, puis la mauvaise opération, évidemment, pour Fribourg-Gotteron, vous l'avez bien compris, surtout que c'est des défaites face à des équipes qui... Vous avez vos adversaires directs qui les ont battus, finalement, aussi. C'est ça la différence. Vous ne faites pas des points là où tout le monde a fait des points, donc il va falloir cravacher contre d'autres équipes qui sont mieux classées. Allez, réaction, justement, à l'issue de ce match. On va écouter la réaction de Nathan Marchand. Nathan Marchand, une défaite contre Davos à domicile. En ayant joué que 2 tiers, vous n'étiez pas vraiment présent dans le 2e tiers. Ouais, je pense que ce soir, c'est ça qui nous a coûté le match. On a vraiment bien joué le premier tiers, on est venu avec l'énergie qu'on avait besoin. Après, malheureusement, 2e tiers, on encaisse un goal vite dans la période, un peu de malchance. Ensuite, on prend cette pénalité de match, on encaisse 2 goals là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça. On a essayé de revenir dans le 3e tiers, on a vraiment poussé. Mais ce soir, ça n'a pas suffi.
Ça va aussi pu profiter de 8 minutes en power play sans trouver la faille. Est-ce que ça vous inquiète? Non, je pense pas que ça nous inquiète. Après, c'est sûr qu'on dit souvent celui qui maîtrise le mieux les situations spéciales gagne le match. Ce soir, c'était le cas. Ils ont eu 5 minutes de power play, ils ont marqué 2 fois, puis je pense que c'est ça qui nous coûte le match. Merci Nathan. Et première d'Aris Vitolinch à la tête de ce HC Davos et victoire donc pour le nouveau coach letton de cette équipe davosienne. Est-ce qu'on a entreaperçu, c'est peut-être un peu tôt messieurs finalement Serge, la patte Aris Vitolinch? On l'a peut-être vu en fin de match, il a pris un temps mort alors qu'il menait au score et qu'il restait 30 secondes de jeu, on était en zone défensive, enfin voilà. Bon. Ouais. Un temps mort lâche faire. Un temps mort lâche faire, oui, c'est vrai. Non, je pense qu'il y a eu quand même un certain choc psychologique de l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Je pense qu'il y a une nouvelle voix dans le vestiaire, une nouvelle énergie, je veux dire. Maintenant, il va falloir vérifier cette énergie-là, si elle va durer. Par contre, si on regarde les 2 buts encaissés ce soir, un, c'est une bourde d'un défenseur sur un rebond, le deuxième sur le but de Motel. Le premier but, c'est une erreur justement en couverture défensive, donc il reste encore pas mal de boulot à Aris Vitolinch à accomplir à Davos. Oui, à voir justement ce que peut faire notamment Davos. Ça sera demain. Dernière rencontre de la soirée entre Zug et Rapperswil, le choc des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge. Rapperswil qui restait sur une claque, 6-0 encaissé à la veille face à Langnau. Ça ne s'est pas véritablement mieux déroulé ce soir sur la patinoire de Zug, puisque finalement les Lakers vont s'incliner sur le score de 5-1, rentrent en troisième période, déjà 3-0. Santeller va marquer le 4e, Wellman va réduire le score et puis le 5-1 de Marcini à 5 contre 4, 59e minute de jeu. Oh, que la pause de Noël va faire du bien peut-être à cette équipe finalement, Stéphane. Bon, écoutez, là, ça devient vraiment difficile là, parce qu'on sait qu'on va finir dernier. À moins que Davos s'enfonce un peu plus, on peut espérer des jours un peu meilleurs pour Davos. Là, on est à mi-championnat, on est en décembre. Ça fait déjà un mois qu'on sait qu'on va finir dernier. Et puis évidemment, on a eu quelques sursauts d'orgueil, quelques bons matchs, mais ce week-end, le seul point positif, c'est qu'on a réussi à marquer un but. Par contre, on a encaissé pas mal. Oui, à noter la présence des gardiens bis dans la cage des deux côtés, Schliemann du côté de Zug et puis Noël Bader du côté de Rapperswil. C'était le moment de la saison pour lui donner un match à Noël. Cirque Nice, non, mais elle était facile, mais quand même. C'est dadon, là. Faut savoir, ça Noël fait... Bader qui a signé d'ailleurs un contrat cette semaine. Absolument. Ce gars que ça fait depuis le début de la soirée qu'il le prépare. Ouais, il était facile. Merci Roland. Non, mais je précise quand même. Sur peut-être la possibilité ce soir devant le filet des deuxièmes gardiens, est-ce qu'on peut les appeler ainsi? Il faut quand même mentionner que le match qui arrive directement demain est un match qui va débuter à 15h45, donc c'est un temps de récupération qui est inférieur à 24 heures. Donc ça peut, dans une certaine mesure, donner l'explication de les nombreuses présences, justement, des deuxièmes gardiens ce soir. Voilà pour Caminada. Voilà pourquoi Caminada était dans la cage. Il fallait qu'ils soient en forme demain pour jouer contre... Je sais pas. Contre qui joue demain? Berne. Je sais plus. Lausanne. Lausanne, c'est vrai. Ce sera notre match studio, oui, Stéphane. c'est vrai. C'est pour ça que j'ai hésité un petit peu. Là, je vais pas faire tu te rappelles l'horaire quand même. Ah, c'est parce que là, parce que là, Serge vient de le rappeler. Donc, bon, allez, on va plutôt plus sérieusement rappeler quand même les résultats de cette soirée, messieurs. Il y avait 6 matchs, bien sûr, au programme de cette soirée National League, avec des succès divers, dira-t-on, pour les clubs romans, avec la victoire tout d'abord d'Ambri Piotta 4-1 face au CP Berne, celle de Bienne face à Genève Servette, de Davos à l'extérieur face à Fribourg, de Lausanne qui s'impose face aux ZSC Lions, Lugano 3-0, le blanchissage, et puis Zug facile face à Rapperswil 5-1. Le classement, ce qui nous intéresse, Zug, petit trou, 5 points. Bon, un match de plus. Il commence à avoir un petit trou. Un match de plus, mais quand même un petit trou. 55, Berne 50, bien évidemment, bonne opération. Lausanne aussi. Langnau, mine de rien, toujours 45 points. Ambri Piotta, là aussi, c'est une bonne opération. Genève Servette 43. Fribourg-Gotteron 41. Attention, sous la barre, Lugano et Zurich, mais à 38 points. Regardez bien. 2 matchs de moins. Oui, 2 matchs de moins, puis 4 matchs de différence avec Genève Servette. Alors Genève ne va pas jouer demain, donc il y aura 3 matchs, mais quand même, la lutte va être intense entre Zurich, Lugano, Fribourg, Genève. En tout cas, ces 4 équipes qui vont devoir batailler, voire une autre peut-être qui pourrait plafonner un peu. Peut-être Ambry finalement, Serge.
Quelle équipe au-dessus qui pourrait redescendre? On dit Langnau, on dit Ombrie, finalement, à chaque fois, ben, tiens, il y a un des deux qui fait 3 points, ils font... Non, ma crainte cette saison, c'est qu'historiquement, il y a toujours une surprise positive et une surprise négative. On dirait qu'il y a peut-être une tendance cette saison qui va peut-être avoir 2 surprises négatives. Parce qu'il y a peut-être des équipes qu'on ne s'attend pas qui vont être sous la barre, mais c'est tellement serré cette année, donc il y a plusieurs équipes qui sont en bataille pour l'accessibilité aux playoffs. Et puis, on risque de voir peut-être des gros canons qui terminent sous la barre cette saison. C'est incroyable. On a 25-30 matchs de jouer. Zurich, Lugano, Davos en dessous de la barre. Ça, c'est historique. Là. On vit quelque chose d'un phénomène historique. Est-ce qu'on n'assisterait pas, messieurs, à un début de parité dans cette ligue? Mais j'irais même plus loin. Non, mais attends, j'irais même plus loin. Parlez-moi, mais excusez-moi, mais Zurich, Lugano, c'est les 2 derniers finalistes du championnat. Hein. C'est pas non plus, OK, c'est des gros cylindrés, mais voilà, qui sont un petit peu sur la patte descendante. Non, on a les 2 derniers finalistes du championnat. Cela dit, on vous fait la théorie de le championnat commence en play-off, Zurich était 8e l'année dernière, patati patata, ou on ne leur fait pas? Je suis d'accord pour le champion, mais on va ressortir aussi les barres des dernières années, etc., pour voir qui était sous la barre justement à Noël, puis qui c'est qui a pu remonter selon le nombre de points. Il y aura du travail pour toi. Il y a du boulot, on va sortir la calculette. Absolument. On l'a déjà fait hier et puis on la fera peut-être demain. Pourquoi? Parce que, évidemment, demain, on vous donne rendez-vous, 15h25. Notez bien l'horaire. On sera avec vous. C'est dimanche. Mais oui, bien sûr, présent pour vous parler notamment du match, vous l'avez compris, entre Berne et le Lausanne Hockey Club. Le temps de remercier nos invités de ce soir. Merci beaucoup, Serge Pelletier. Merci. Roland Guay. On trouve quand les Pokalistes? Parce que pas lundi, j'imagine. Alors, on revient le lundi 7 janvier avec Joël Vermine qui a marqué 2 buts ce soir. Ah, très bien. Les Pokalistes font la pause aussi. Les Pokalistes font la pause aussi. Mais c'est l'effet Pokalis. Vermine a marqué 2 buts, donc il vient au Pokalis. Vous voyez, tout était prévu là. Tout est lié. C'est une question aussi de momentum avec les Pokalis aussi. Exactement. C'est-à-dire que dans 3 semaines, on aura Ugly, logiquement. On prend que les doublés. C'est vrai. Je ne me rappelle plus par cœur. Merci en tout cas, messieurs. Merci à toute l'équipe technique. Et puis on vous retrouve, vous l'avez bien compris, bien sûr, demain. Rendez-vous 15h25. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye.